En nombre de la Universidad Diego Portales y su Facultad de Psicología, así como también la colaboración del Instituto Francés de Cultura, les damos una cordial bienvenida y agradecemos su asistencia. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con la presencia de Elizabeth Rubinesco, quien nos va a ofrecer la conferencia titulada La actualidad de Lacan. Elizabeth Rubinesco es historiadora y psicoanalista francesa, letras, presidenta de la Sociedad Internacional de Historia de la Psiquiatría y el Psicoanálisis, académica de la Universidad de París 7, una de las historiadoras contemporáneas más importantes del psicoanálisis, activa participante del debate político francés, siendo un referente en políticas públicas sobre matrimonio, filiaciones, familia, sexualidad y género, donde destaca una de sus últimas intervenciones en el Parlamento francés a favor del matrimonio homosexual. Autora de múltiples obras y publicaciones, entre las cuales podemos destacar Lacan frente y contra todo, A vueltas con la cuestión judía, Nuestro lado oscuro, una historia de los perversos, El paciente, el terapeuta y el Estado, La familia en desorden. Y por cierto, sus obras consagradas a la historia del psicoanálisis, obras de referencias tales como La batalla de los 100 años, Historia del psicoanálisis en Francia, en 2 volúmenes, y su obra dedicada a Lacan, que lleva por título Lacan, esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento. Agradecemos desde ya a Elizabeth Rubinesco su presencia el día de hoy y le damos la palabra para que nos ofrezca su conferencia. Je remercie d'abord tous ceux qui m'ont invité à l'université Diego Portales pour inaugurer donc la création de ce doctorat de psychologie. Donc Adriana Colino, je remercie bien sûr Patricia Castillo qui a été ma correspondante en permanence. Je remercie tous ceux qui ont permis cette invitation. Ça a été long, assez compliqué, mais finalement extrêmement réussi, puisque vous êtes venus si nombreux, et je vous remercie vraiment d'ailleurs d'être venus si nombreux. Je suis un petit peu intimidée, comme toujours, quand il y a un tel public dans un pays que je rencontre pour la première fois. Je connais bien les pays latino-américains, mais c'est la première fois que je viens au Chili. Et donc, je vous remercie vraiment de ce merveilleux accueil. Pour moi, il y a aussi, évidemment, un autre anniversaire, une autre commémoration, si je puis dire, puisque cela fait exactement, et 20 ans jour pour jour, que j'ai publié en français ma biographie de Lacan. Pour la traductrice, c'est Esquisse d'une vie, histoire d'un système de pensée, Jacques Lacan, donc, qui est paru chez Fayard donc en 1993, le 3-4 septembre, en librairie 93, et qui a été pour moi un moment très compliqué, puisque ce livre a eu un succès mondial immédiatement, puisque c'est la seule biographie qui faisait suite à l'histoire de la psychanalyse, la seule à ce jour, et qui a donc reçu un accueil très compliqué, mais qui, comme je l'avais prévu, comme on l'avait dit avec Jacques Derrida, a fini par devenir un classique, une fois les passions calmées, et les historiens font évidemment turbulence, mais au bout d'un certain temps, ça s'arrête. Je crois qu'avec Lacan, ça ne s'arrêtera jamais. C'est ce que j'ai souvent dit à mes collègues historiens. Avec la psychanalyse et avec Lacan, ça ne s'arrêtera jamais. Donc je crois que je voulais signaler ça. Cela vient me rappeler ce qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est-à-dire combien le travail de l'historien
peut faire effraction dans la communauté psychanalytique, car il apporte un autre regard sur les textes qui sont lus comme des corpus cliniques, beaucoup plus que comme inscrits dans une historicité. Je crois que la caractéristique, évidemment, d'une communauté qui n'a pas écrit son histoire, c'est de vivre le présent, comme si il n'y avait pas de passé, ou comme si le passé était une véritable légende. Et à un moment donné, quand même, l'histoire fait effraction, parce qu'il y a un retour du refoulé, qu'il faut en parler. Enfin, on le sait, c'est valable pour les pays, c'est valable pour les hommes, c'est valable pour les disciplines. Et les polémiques ont d'ailleurs recommencé au moment du trentenaire de la mort de Lacan en 2011, lorsque j'ai de nouveau fait un petit livre, non pas d'histoire, mais d'évocation plus personnelle de Lacan. Cela montrait, à ce moment-là, 2011, 30 ans après la mort de Lacan, qu'il y avait de nouveau une actualité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Patricia a eu l'idée de refaire l'actualité Lacan deux ans plus tard. J'en aurais jamais fini, je pense, avec Lacan, bien que je ne travaille plus aujourd'hui sur le corpus Lacan, en tout cas pour le moment. Cette polémique a recommencé au moment où à l'école normale supérieure, où je tiens mon séminaire d'histoire de la psychanalyse, j'ai remis Lacan à l'honneur, ou plutôt la manière d'écrire l'histoire. Et donc, il y avait une actualité Lacan. Et donc, je me retrouve ici à parler de l'actualité Lacan et donc aussi de l'histoire. Il y a pourtant, et bien que on dise souvent que ça n'a pas de rapport, il y a pourtant des similitudes entre le travail des historiens et celui des psychanalystes. Il me semble en effet qu'en racontant l'histoire des autres, l'historien se raconte forcément lui-même à travers l'autre, à travers ce qu'il raconte des autres. Il y a toujours dans la démarche historique non pas une simple méthode, non pas une simple objectivité ou établissement des faits, parce que sinon il n'y a pas de récit, il y a une forme d'égo-histoire, que Freud appelait d'ailleurs Selbstdarstellung, il y a quelque chose comme ça. D'où ce paradoxe. Faire l'histoire de la psychanalyse, c'est aussi faire une analyse. C'est aussi s'analyser par l'histoire. C'est une deuxième tranche, si on peut dire. Écrire l'histoire des historiens et faire œuvre historiographique, c'est faire un pas de plus comme une deuxième tranche d'analyse, comme une manière pour le jeu de devenir un autre. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu de cette façon-là, mais je me suis rendu compte que c'était très fréquent chez les analystes, d'ailleurs, chez les historiens, et que d'ailleurs, il y a eu en France, les grands historiens ont exprimé cette idée de faire leur égo-histoire, c'est-à-dire pourquoi ils ont écrit cette histoire-là plutôt qu'une autre, et comment ils sont devenus historiens. Et quand on passe, comme c'est mon cas, une thèse d'habilitation à diriger des recherches à l'université en histoire, on demande aux historiens de faire leur égo-histoire. Ce que j'ai fait, c'est-à-dire pourquoi vous êtes devenu historien de ce domaine-là plutôt que d'un autre. Ce qui, à l'époque, quand j'ai passé cette thèse en 91, m'avait évidemment obligé à aller rechercher du côté de ma généalogie pourquoi mon père, ma mère, mes ancêtres, comment j'étais arrivé à cette histoire. Alors, il y a donc un lien très fort, par ailleurs, entre l'acte de faire l'histoire et la clinique de la psychanalyse. D'habitude, l'histoire s'écrit quand la théorie est en crise, ça se vérifie toujours. L'histoire s'écrit quand les maîtres disparaissent pour laisser place à l'héritage institutionnel. J'ai commencé, à travailler sur l'histoire de la psychanalyse les années 77-79 en France. En effet, c'était la fin d'une certaine époque et en effet, Lacan était à la fin de sa vie et on sentait la crise et on sentait aussi
le moment où, pour les psychanalystes, une génération vivante à l'époque, qui avait connu les fondateurs de l'histoire de la psychanalyse en France, était encore vivant et pouvait raconter leur histoire. Maintenant, tout le monde est mort. 2 générations ont disparu, mais quand j'ai commencé, il y avait encore une génération, la 3e génération psychanalytique française, celle qui a aujourd'hui 85 ans, mais qui avait connu les fondateurs du mouvement. Ce qui me permettait de retracer l'histoire des pionniers de la psychanalyse en France, Marie Bonnard, par ceux, pas seulement de façon livresque, mais par ceux qui les avaient connus directement. Et puis, les acteurs de toutes les scissions vivaient encore et avaient des archives dans leur placard inédites. Et donc, je pense que c'était le moment de faire cette histoire. Et de la prolonger, naturellement, par un retour sur la vie et l'œuvre de Lacan. La remémoration du passé est, par certains côtés, comme une traversée presque des profondeurs, quelque chose de très profond. L'historien passe surtout par la mort et revient d'entre les morts. Quand on fait de l'histoire, on ne peut pas échapper à ça, à la dimension du temps. On travaille sur les morts. Bon. Et les vivants sont les témoins des morts. Et donc on travaille sur les morts. Et il y a souvent quelque chose de très mélancolique parce qu'on est obligé de dire, de voir, de dater, de temporaliser, de dire il est né à tel moment, il a vécu comme ça, et puis ensuite il est mort. Donc il y a un côté réduction et en même temps développement des vies collectives. Fondamentalement, on peut dire que l'historien ne travaille que sur la mort, même quand il écrit l'histoire des vivants, car il projette le présent et le vivant dans une éternité qui ressemble au silence et à un passé, au fond enfoui, terminé. L'historien parle avec le passé et avec les mythes. En exhumant les morts, il permet aux vivants de s'interroger sur le présent. Donc ça n'est pas une discipline mortifère, parce que, évidemment, quand on parle des morts et du passé, on parle aussi du futur, à quoi sert ce passé. De plus en plus aujourd'hui, les historiens du freudisme, qui sont très nombreux, notamment dans le monde anglophone, n'appartiennent plus à la communauté psychanalytique. Moi, j'y appartiens encore, parce que je suis analyste au départ, j'ai été formée à l'analyse. Mais de plus en plus d'historiens, même de ma génération, font l'histoire de la psychanalyse sans avoir forcément été analysés, sans avoir fait un cursus psychanalytique. Ça, c'est quelque chose qui va, à mon avis, se développer, qui a existé pour l'histoire de la psychiatrie, pour l'histoire de la médecine, pour d'autres histoires, qui est que une communauté resserrée sur elle-même, les psychanalystes sont essentiellement maintenant cliniciens, et l'histoire, c'est pas qu'elle est confiée, c'est que ça se passe en dehors, et c'est un regard extérieur. Ils sont souvent à l'écart de l'objet sur lequel ils travaillent, et souvent leurs œuvres ne sont pas lues par les psychanalystes qui ont peur de l'histoire, et qui s'opposent en quelque sorte à leur propre histoire quand elle n'est pas écrite par un des leurs. Alors que, pourquoi pas, ça peut être aussi valable. Ils opposent une résistance aussi farouche que celle que le commun des mortels oppose à la psychanalyse. Et du coup, ils rendent les historiens facilement anti-freudiens. Tout le mouvement des historiens anti-freudiens américains qui s'est développé dans les années 90, ce qu'on a appelé l'école révisionniste, ceux qui révisaient l'historiographie officielle, à juste titre d'ailleurs, ont dérivé vers l'antifreudisme en partie seulement, mais enfin un peu en partie, parce que leurs travaux ont été très mal reçus par les psychanalystes qui préféraient conserver les légendes plutôt que d'ouvrir les yeux un petit peu sur leur histoire. Mais ce phénomène-là n'existe pas seulement dans l'histoire de la psychanalyse, c'est quelque chose qui est très prenant. Mais aujourd'hui, notamment dans le monde anglophone, les querelles d'historiens du freudisme ont pris le pas sur les querelles entre analystes. C'est-à-dire qu'on s'oppose
très violemment sur des questions historiographiques, notamment sur la période du fascisme et de tous les fascismes dans le monde. L'histoire est devenue mondiale, l'histoire du freudisme. C'est ce que j'ai appelé la géopsychanalyse, hein, puisque la psychanalyse étant implantée dans 42, 43, 44 pays maintenant. Les périodes les plus étudiées sont les périodes de dictature, les périodes du fascisme pour l'Europe, et les historiens forment une internationale, comme les psychanalystes forment des internationales. Et les querelles sont parallèles. Et souvent, les uns ne participent pas aux travaux des autres. Je vais aborder maintenant Lacan d'une autre façon. Lacan a toujours eu, avec l'histoire, une attitude ambivalente. D'un côté, il récusait toute forme d'historisation de la pensée freudienne en se voulant l'interprète d'une nouvelle position, d'une nouvelle orthodoxie, hein, par certains côtés. Il y avait un côté très orthodoxe chez Lacan qui luttait contre l'orthodoxie freudienne, mais il fondait sa position magistrale, hein, géniale, sans aucun doute, il y a du génie chez Lacan, sur un retour au texte de Freud. Et de l'autre, alors qu'il posait un regard structural sur l'œuvre de Freud, il était obsédé par un désir d'histoire et par la volonté de laisser à la postérité une trace de son enseignement, mais aussi de sa personne. D'où cette sorte de dialectique de l'effacement et de la reconnaissance qui ne cesse de traverser son œuvre. S'ajoutait à cela, je vérifie, ça va pour la traduction ? Voilà. S'ajoutait à cela une passion pour la logique et une tendance souvent à fusionner avec le texte freudien. Lacan fusionnait avec le texte freudien au point de croire souvent que tout ce qui se trouvait dans Freud était déjà lacanien. Vous retrouvez beaucoup ça chez Lacan. Ce que je trouve dans Freud, c'est déjà ce que je dis moi-même. Bon. Donc, un rapport dialectique compliqué entre fusion et distance critique, et donc, dans toute son œuvre, il voyait toujours le miroir de sa propre pensée, d'où son obsession du plagiat et du vol. Alors, cette obsession, évidemment, existait ailleurs, mais moins chez Freud. Freud a eu des histoires de plagiat et de viol, de vol d'idées, pardon, mais notamment avec Fliss, mais pas de la même façon. Lacan, qui était un homme de l'oralité, qui avait une œuvre orale, avait toujours peur, ne fixant pas sa pensée par écrit, au contraire de Freud, qu'on lui vole ses idées. Ayant bien connu ça, il avait toujours peur, puisque l'œuvre étant orale, à quel moment on allait bien dire c'est bien moi qui ai dit ça et pas quelqu'un d'autre. Souligné en 1964 combien le désir chez Descartes de distinguer le vrai du faux allait de pair avec un souci biographique, Lacan affirmait pourtant que la biographie était toujours secondaire au regard de la signification d'une œuvre. Une quinzaine d'années plus tard, il a fait une déclaration fracassante devant une historienne lors de ses conférences à Yale, et il a dit, je cite, « La psychanalyse a un poids dans l'histoire. S'il y a des choses qui lui appartiennent, ce sont des choses de l'ordre de la psychanalyse. Ce qu'on appelle l'histoire, c'est l'histoire des épidémies. » J'ai beaucoup réfléchi. Je rappelle qu'il avait inventé le mythe de la peste. Hein. L'Empire romain, par exemple, est une épidémie. La psychanalyse est une épidémie. Sans le document écrit, c'est Lacan qui parle, vous savez, sans le document écrit, vous savez que vous êtes dans un rêve. Ce que l'historien exige, c'est un texte ou un bout de papier. De toute façon, il doit y avoir quelque part dans une archive quelque chose qui certifie par l'écrit et dont le défaut rend l'histoire impossible. Ce qui ne peut être certifié par l'écrit ne peut être considéré comme de l'histoire. Fin de citation. Alors ça pose un énorme problème. Parce que quelquefois, quand on fait de l'histoire, et
et l'histoire de la préhistoire, et l'histoire de l'archéologie, on a quelquefois un petit bout, un petit bout de vase, un petit bout de fossile, qui permet à l'historien de reconstituer toute une histoire. Et quelquefois, surtout pour l'histoire contemporaine, la multiplicité des archives devient un obstacle. On fait moins bien l'histoire quand on a trop d'archives, et on peut la faire mieux quand on a très peu d'archives. On oscille entre les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lacan dit ça. Sans la certification par l'écrit, vous êtes dans un délire. Alors, il fustigeait le modèle biographique en permanence, il trouvait ça ridicule, comme beaucoup de Français. Hein. Je rappelle que le modèle biographique, il est anglo-saxon. La France n'est pas très versée, elle est plus dans l'histoire des mentalités. Moi, j'ai fait les deux, bien sûr. Mais dans sa vie privée, Lacan adorait les récits de vie, les anecdotes, etc., etc. C'est une attitude très fréquente qu'on retrouve souvent d'ailleurs chez les philosophes qui disent l'histoire, quelle horreur, et qui, dans leur vie, ne passent leur temps à raconter des histoires, à lire des livres d'histoire, et notamment des biographies. J'ai souvent constaté, notamment en France, que les gens qui, sur le plan théorique, récusaient la biographie étaient ceux qui en lisaient le plus. Et qui s'intéressait évidemment le plus à la vie. C'était le cas de Lacan. Si Lacan faisait de l'archive écrite la condition même de l'histoire, au point de lui donner un poids de commandement sur le devenir même de l'histoire, son œuvre, à la différence de celle de Freud, était essentiellement orale. Tout se passait donc comme si Lacan, ce maître paradoxal, pensait contre lui-même. Et c'est la thèse que j'ai toujours développée. Lacan pensait contre lui-même, en permanence, parce que dire une chose comme ça, alors qu'il n'y avait pas d'œuvre écrite, c'était vraiment ce défi. Les héritiers directs de Freud, je passe donc aux questions de l'archive, ont constitué des archives écrites en quantité. Ernest Jones a rédigé sa première biographie à partir de sources sérieuses. Hein. Jones n'est pas, comme on l'a souvent dit, un hagiographe, c'est un historien officiel. C'est pas une histoire des saints, c'est une histoire officielle. Il a choisi des choses, enlevé d'autres choses, mais il a constitué des archives et des sources très sérieuses. Correspondance, souvenirs, témoignages, enquêtes. Quant à Anna Freud, en héritière dévouée, elle n'a rien égaré. La famille freudienne a tout gardé, a eu tendance à garder le moindre petit bout de papier. Je vous rappelle qu'on estime l'œuvre épistolaire de Freud à 20 000 lettres, ce qui est considérable. 20 000 lettres, c'est considérable. On en a retrouvé environ 10 000. Aujourd'hui, 8 000 à peu près sont publiés. Si on croise les sources, on connaît tout de la vie quotidienne de Freud, de 8 heures du matin à 9 heures du soir, chaque jour. Voilà. Si on croise les sources et si on fait de l'intertexte, donc il y a un excès d'archives. Si on fait avec ça la somme de tout ce qui a été écrit sur Freud dans le monde, on n'y arrive pas. C'est absolument impossible de chiffrer. Ce qui fait qu'il y a un poids de l'archive immense, de quoi faire travailler des chercheurs de toutes tendances pendant des siècles, de quoi constituer une historiographie freudienne, de quoi donner naissance à des nouvelles querelles, à des débats, parce que même s'il y a encore à la Bibliothèque du Congrès de Washington des archives censurées ou pas encore accessibles, de moins en moins, hein, c'est déclassifié, on sait que les traces existent. Autrement dit, très peu de choses ont disparu. Bien sûr, on n'a pas retrouvé toutes les lettres, bien sûr des choses ont disparu, mais enfin, il y a énormément de traces. En outre, on peut dire aujourd'hui qu'avec tout ce qui a été fait dans ce domaine-là, ce que j'ai pu trouver moi-même comme document inédit de Freud n'apporte pas n'apporte pas de contradiction radicale qui invaliderait telle période de la vie de Freud. D'où l'excès de fantasmes. Plus on sait de choses
sur la vie de quelqu'un, plus on invente des choses qui n'existent pas. C'est pour ça que l'idée de Lacan de sans archives écrites, on délire. Non, on délire même quand on a la preuve de la positivité des faits. Plus on a la preuve de la positivité des faits, plus on délire, en général. Donc l'historiographie, c'est toujours l'histoire d'une positivité plus d'un délire. On n'en sort jamais de cette affaire. S'agissant de Lacan, la situation est absolument à l'opposé. L'œuvre de Lacan est orale. Pendant 26 ans, elle s'est énoncée à travers une parole vive, le fameux séminaire, aujourd'hui accessible intégralement sur Internet dans la version dactylographiée et transcrite par son gendre, en général d'ailleurs bien. J'ai pas de critique à faire sur les modalités de transcription, même si on peut en discuter, mais il y a donc l'œuvre orale, l'œuvre transcrite et l'œuvre publiée du vivant. Ce qui est un petit peu différent. Mais les manuscrits, les notes, la correspondance n'ont été ni classés, ni répertoriés, ni déposés dans un lieu. Il n'y a pas de lieu comme la Bibliothèque du Congrès pour Freud. Donc, il n'y a pas de lieu de dépôt. Et elle n'existe pas. Et cette absence d'archives est le symptôme d'une histoire effacée, d'un effacement de la trace qui a permis longtemps à la communauté lacanienne de croire à des légendes. Pour ma part, j'ai évidemment retrouvé des correspondances, à peu près 300 lettres. C'est très peu, si on compare avec Freud. D'autre part, évidemment, Lacan n'était pas un très grand épistolier. Et puis, c'était la période du téléphone. La période du téléphone est terrible pour les historiens. Et Lacan adorait le téléphone. Donc, on a peu de correspondance, alors, les manuscrits ne sont pas accessibles, mais tout se passe un peu, et tout se passait quand j'ai commencé à faire l'histoire, comme si Lacan n'avait pas de source, pas d'histoire. Donc, à partir de ce moment-là, le témoignage oral devient fondamental. Il faut recueillir, évidemment, la parole de ceux qui l'ont connu. Mais le témoignage oral, à défaut de l'archive, pose évidemment des problèmes de croisement, de critique, de distance qu'il faut prendre avec le témoignage oral. D'autant que, évidemment, l'absence, en quelque sorte, de dépôt d'archives faisait que, je peux donner un exemple, quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire de Lacan, en faisant une petite enquête auprès des gens qui avaient très bien connu Lacan dans le milieu psychanalytique, les anti-lacaniens radicaux pensaient que Lacan avait collaboré avec les fascistes, ils en étaient convaincus. Les lacaniens radicaux étaient convaincus que Lacan avait été un grand résistant. Il faut toujours prendre les périodes compliquées. Une très grande partie de la communauté psychanalytique pensait que Lacan avait fait une analyse de 6 mois. Une très grande partie pensait que Lacan était né dans la grande bourgeoisie parisienne. En bref, tout était faux. Tout était faux. Notamment, Lacan a fait 6 ans et demi d'analyse, c'est attesté par l'archive. Il a été ni collabo, ni résistant, mais antifasciste, bien sûr. Mais enfin, pas du tout, ni diable, ni bon Dieu. On retrouvait toujours la légende rose et la légende noire. Et je dois dire que les héritiers de Lacan, vivants, qui étaient d'ailleurs de ma génération, avaient tendance à panthéoniser, à sacraliser Lacan. Ça, c'est quelque chose qui existe partout, dès qu'il y a des maîtres. On avait sacralisé Freud, on avait panthéonisé Freud, et quand on panthéonise et qu'on fait des légendes dorées, alors la légende noire suit. Ce qui fait que, naturellement, la panthéonisation et la sacralisation d'un maître va de pair avec sa descente aux enfers. Ça produit l'opposé. Alors, c'est évidemment pour cette raison qu'en 90, après avoir déjà consacré beaucoup de pages
à Lacan dans l'histoire de la psychanalyse, j'ai décidé de consacrer un livre entier à l'étude historique de la genèse de la pensée de Lacan. Mais pour l'itinéraire intellectuel et privé, en l'absence d'une vraie correspondance, c'est pas beaucoup, 300 lettres, et sans aucune note de travail, je n'avais à ma disposition que des fragments de sources éparpillés chez ceux qui avaient connu Lacan et dont les archives étaient disponibles, dont les témoignages oraux étaient encore possibles à recueillir. Et c'est bien parce que ce travail de collection d'archives n'avait jamais été fait, aussi bien pour la vie de Lacan que pour son œuvre, que mon livre a fini par devenir, à mon insu, une biographie. Dans ce livre, publié il y a 20 ans, je n'emploie pas le mot biographie. Je ne l'emploie pas pour la simple raison que une biographie suppose, dans l'érudition, qu'on connaisse vraiment, par l'archive, des détails sur l'enfance. Et j'en avais, bien sûr. J'en avais beaucoup, mais pas assez. Donc je n'avais pas utilisé le mot biographie. J'avais comme témoignage le frère de Lacan, qui était encore vivant, qui parlait volontiers de l'enfance, la sœur qui était vivante. J'avais beaucoup de choses. Mais quand même, il y avait des pages entières effacées. Et surtout, même les enfants de Lacan ne connaissaient pas la vie réelle de leur père. Il m'est arrivé de le leur raconter moi-même parce qu'ils n'avaient pas eu accès. Ça, c'est très fréquent que l'historien se sente dans une position terrible qui peut être celle du savoir absolu. Il faut lutter contre cette idée soi-même du savoir absolu, qu'on finit par en savoir plus que les témoins qu'on interroge. Et en même temps, si on n'en sait pas plus, on ne peut pas interroger un témoin. Pourquoi ? Parce que la fragilité du souvenir, parce que le témoignage humain est toujours très difficile. Alors, comment j'ai constitué cette histoire pour... combien de temps j'ai ? Jusqu'à quelle heure ? Non, une demi-heure encore. Voilà. Donc, je vais essayer de caractériser ce qui peut constituer l'actualité de Lacan. Ce que j'ai posé, c'est que le génie propre de cette œuvre, c'est que Lacan a introduit... Pourquoi Lacan a occupé une place aussi fondamentale en France ? Pourquoi beaucoup plus, au fond, que n'a occupé pour l'Angleterre Winnicott ou Mélanie Klein ? Parce qu'on peut dire que Lacan est arrivé à un moment, en 1932, quand il a commencé à écrire, les fondateurs du mouvement psychanalytique français n'ont pas eu du tout la même place que les pionniers de Freud. On n'a pas eu en France, avant Lacan, un Ferenczi, un Rank, un Jones. Il y avait Marie Bonaparte, il y avait des pionniers, mais qui n'avaient pas une œuvre importante. Ce qui fait que Lacan a occupé à peu près toute la place. À peu près toute la place, méritée bien sûr. Il a fait une diffraction, il a fait une œuvre magistrale qui a commencé en 1932. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle il a occupé cette place si centrale. D'abord, il a introduit la philosophie allemande dans la doctrine freudienne, ce qui est évidemment un paradoxe. Cet homme très français, né dans le terroir français, a été celui qui, pour la première fois, en France, alors qu'on tentait de franciser entre guillemets l'œuvre de Freud, faire de Freud un Français, puisqu'on était hostile à l'Allemagne, on essayait de franciser la doctrine. Que fait Lacan ? Il dit pas du tout, on va retrouver dans l'œuvre de Lacan quelque chose de la philosophie allemande. Et évidemment, ça a été un acte essentiel de faire ça. Et il le doit beaucoup au fait qu'il a suivi l'enseignement d'un des introducteurs de la pensée de Hegel en France, Alexandre Kojève. Donc Lacan a fait ça, qui a été une importance considérable. Je dirais aussi, bien entendu, que Lacan a pris en compte, a été marqué par le mouvement surréaliste.
qui a d'ailleurs salué sa thèse de médecine en 1932, et sa thèse de médecine en 1932 sur le fameux cas, le cas Aimé, qui était la mère de Dizier-Anzieux, cette thèse publiée en 1932, qui est écrite, c'est pas une œuvre orale, c'est écrit, a frappé l'imaginaire de l'époque. Il a donc fait effraction dès 1932. Et Lacan a été plus reconnu en 1932 par l'étude de ce cas de paranoïa féminine, beaucoup plus reconnu par le milieu intellectuel que par le milieu psychanalytique. Lacan était absolument détesté, à son époque déjà en 1932, le jeune Lacan, par le milieu psychanalytique français. Mais il était beaucoup plus respecté par les psychiatres, je rappelle qu'il était psychiatre de formation, et par le milieu littéraire. Donc il fait effraction dans le milieu psychanalytique qui ne veut pas de lui par l'extérieur. Donc un itinéraire difficile, mais qui va l'imposer à une place tout à fait nouvelle. D'autant que la première génération psychanalytique se voulait franco-française. On voulait débarrasser Freud de sa prétendue pensée allemande. Lacan fait le contraire. D'autre part, Lacan a été très marqué par l'œuvre de Georges Bataille. Il épousera plus tard la femme de Georges Bataille, Sylvia, mais bien avant cette période, il est marqué par le collège de sociologie et notamment par une certaine lecture bataillienne de l'œuvre de Nietzsche. Autrement dit, Lacan est nourri, toute sa jeunesse, le jeune Lacan est nourri par la philosophie allemande, Hegel, par Spinoza, puisqu'il a une lecture personnelle de Spinoza dans sa thèse, et naturellement par Nietzsche. Ça donne une force d'emblée à cette période. Et donc, on peut dire que c'était en quelque sorte déjà là. Et quand on étudie la réception de l'œuvre de Lacan en France, on voit déjà que, encore inconnu dans son propre milieu, il est déjà reconnu ailleurs. Et puis il y a la subjectivité de Lacan. Depuis toujours, alors je ne donne pas tous les détails, mais depuis toujours, pour un biographe, tout ça est très intéressant. C'est plus intéressant de faire la biographie de Lacan que de n'importe qui, parce qu'il est compliqué. Il est compliqué, il a des multiples facettes. Et une chose qui est très frappante, très tôt, Lacan pense qu'il a un destin fondamental. Il se prend déjà pour Lacan. On a quelques anecdotes qui le montrent. Avant même d'être connu, Lacan pense qu'il est Lacan. Alors que Freud doute de lui-même en permanence. Bon. Mais, j'ai restitué par exemple, il y a un moment très, très amusant, le voyage de noces de Lacan à Rome avec sa femme, et il le dit, mais c'est pas la première, il adorait Rome, pas la même Rome que Freud, puisqu'il aimait plutôt la Rome baroque et Freud plutôt la Rome antique, mais Lacan dit « je suis le docteur Lacan ». Même quand il n'était pas encore connu, il était déjà pour lui-même le docteur Lacan. Alors, il exaspérait, il exaspérait ses contemporains, il exaspérait les psychanalystes de son époque, qui ne l'aimaient pas, qui trouvaient qu'il parlait beaucoup trop. Lacan parlait tout le temps, puisque c'est un enseignement oral. Il parlait tout le temps, il écrivait pas beaucoup, et donc, évidemment, il y a quelques textes fondamentaux de cette époque qui sont très vite reconnus. Le texte sur la famille de 1938, à mon avis un chef-d'œuvre, et puis, évidemment, le stade du miroir, mais qui est pas la version qu'on connaît, puisque c'est pas la version de 49, mais en tout cas, déjà, Lacan a une importance dans cette période, le premier Lacan, phénoménologue, spinoziste, marqué par toute une époque. Alors, moi, j'ai donné donc le nom de relève orthodoxe du freudisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la manière dont Lacan pense l'œuvre de Freud un retour orthodoxe. Il veut retourner à l'œuvre de Freud. Dans les années 50, donc la période structuraliste, ensuite Lacan abandonne la phénoménologie
et pour passer à l'œuvre, à la lecture des structuralistes. Saussure, l'œuvre linguistique de Saussure et de Jacobson. Est-ce que ça va pour la traduction Saussure et Jacobson? D'accord. Donc, j'ai appelé ça relève orthodoxe parce que, à l'époque où il fait ce retour, tout le mouvement psychanalytique se veut néo-freudien. C'est-à-dire, le mouvement psychanalytique des années 50 veut dépasser Freud, aller vers un néo-freudisme, dépasser Freud, changer la vision de Freud, c'est toute la thèse du dépassement. Et Lacan va dire non, pas du tout, il faut retourner au texte, ce qui est vécu à l'époque comme une orthodoxie, et ce qui est en partie quelque chose d'orthodoxe. Lacan veut retourner à la lettre de Freud. Alors c'est à la fois un mouvement novateur, mais c'est un mouvement qui contient en lui-même aussi le danger d'un dogmatisme, parce que retourner à la lettre de, c'est réinterpréter, mais c'est se poser aussi en législateur. C'est celui qui va dire la vérité de Freud. Et Lacan était convaincu, on le voit d'ailleurs dans ses textes, convaincu qu'il était le plus grand lecteur de l'œuvre de Freud de l'époque. C'est vrai, c'est vrai, il l'était. Donc il est rejoint par l'image qu'il avait de lui-même. Il était réellement le plus grand lecteur de l'œuvre de Freud de l'époque, mais d'une certaine façon. Aujourd'hui, on ne lit plus tout à fait Freud de cette façon-là. Il était le plus grand lecteur de Freud, et donc il avait conscience d'être bien supérieur à tout le mouvement analytique. Sauf que dans les années 50, le mouvement psychanalytique était à son apogée. Les années 50-60, c'est, je n'emploie pas beaucoup le mot âge d'or, parce que j'aime pas ça, mais il y avait une sorte de confiance généralisée dans le monde d'après Deuxième Guerre mondiale. On avait le sentiment partout, disons dans le monde occidental et aussi aux États-Unis, il faut pas voir les États-Unis comme le pays qui a tué l'œuvre de Freud. Tous les immigrés se retrouvaient aux États-Unis, et on pensait que Freud avait compris le XXe siècle. Il y avait eu, évidemment, les deux guerres. On comprenait ce que voulait dire chez Freud la pulsion de mort, ce que voulait dire l'idée que l'homme contient en lui-même la force de destruction qui peut le détruire lui-même. Et Lacan, je pense, l'était encore plus que d'autres. J'ai fait de Lacan un penseur d'Auschwitz. Pourquoi? Parce que l'extermination des Juifs est présente dans l'œuvre de Lacan en permanence. C'est présent en permanence, sans être dit directement, mais c'est quand même présent. Lacan, qui n'a pas été résistant, actif, était absolument anti-nazi. Il a cessé d'écrire, il s'est replié sur sa clinique privée pendant l'occupation, mais il était obsédé par cette affaire. Ça revient dans tous ses textes, notamment dans sa lecture, que je vous recommande, d'Antigone. Il a une lecture d'Antigone de Sophocle, tout à fait nouvelle, dans laquelle, évidemment, il y a la réminiscence de la mort, l'entre-deux-morts, la réminiscence de l'idée que l'être humain peut s'exterminer lui-même. Donc il est habité, un petit peu comme Adorno, il est vraiment celui qui a le plus poussé l'analyse en creux, mais de cette question. Il est un penseur d'après Auschwitz, c'est-à-dire que peut-on encore faire de la psychanalyse après cette extermination, dont je vous rappelle qu'il y a eu aussi l'extermination de la psychanalyse. La psychanalyse étant décrétée science juive, les psychanalystes ont émigré et elle a disparu d'Allemagne. Voilà. Ça a amené Lacan d'ailleurs à penser à tort, parce qu'il l'a dit, que les psychanalystes avaient tous réussi à survivre et qu'aucun n'avait été exterminé dans les camps. Voilà. C'est parfaitement inexact. Bon. Mais Lacan disait ça parce que
il était convaincu que l'international avait été un lieu qui permettait, au fond, aux psychanalystes européens de survivre dans l'autre monde. C'était vrai et c'était faux. Voilà. Donc Lacan passait son temps à énoncer des choses qui étaient fascinantes, exactes, mais quand on allait voir de plus près, c'était pas forcément exact. Donc il réinventait lui aussi une histoire conforme à sa théorie. Alors, je reviens maintenant. Je ne vais pas parler ici de l'histoire des scissions, parce que sinon je recommence toute l'histoire. Mais l'importance, évidemment, aussi de ce moment capital qui est la thèse de Lacan, l'histoire d'un cas de paranoïa d'autopunition, dont j'établirai plus tard cette histoire stupéfiante, c'est qu'il s'agissait de la mère de Didier Anzieux, c'est-à-dire d'un psychanalyste de la troisième génération, que Lacan a eu en analyse dans les années 50. Et il n'a pas reconnu qu'il s'agissait du fils de cette femme dont il s'était occupé, lequel a découvert l'histoire de sa mère en allant lire la thèse de Lacan. Voilà. C'est des histoires extraordinaires qu'on rencontre, que seul un historien peut mettre à jour. Alors, quelle était la nouveauté de cette thèse de 1932, qui a été saluée par le milieu intellectuel et méconnue par la première génération, psychanalytique. Au fond, ce que j'essaye de montrer là, c'est pourquoi Lacan fait effraction. Pourquoi c'est nouveau? Qu'est-ce qui fait qu'on va reconnaître que c'est nouveau? Je crois que cette thèse, c'était d'abord la critique de la doctrine dite des constitutions qui dominait encore le savoir psychiatrique en 1932. On était dans l'idée que la folie était d'origine héréditaire, constitutionnelle, on dirait aujourd'hui biologique ou génétique, et non pas psychique. C'était une conviction de la psychiatrie qui était déjà battue en brèche par des psychiatres, comme Henriet, tous les dynamistes. Elle était battue en brèche. Mais Lacan va donner une consistance à cette thèse. Et c'est pour là qu'il va démontrer que la folie de cette femme est psychogénétique. Donc, que fait Lacan? Il intervient à partir de la psychiatrie. Je rappelle que Freud était neurologue et pas psychiatre, et Lacan, au fond, va devenir un maître en psychiatrie. Donc, un maître en psychiatrie reconnu par le milieu intellectuel dès l'avant-guerre, hegelien, spinoziste, il occupe toute la place. Il occupe toute la place par l'œuvre, et ensuite, évidemment, le deuxième Lacan, par le structuralisme, et ensuite en fondant une école, et en même temps toujours un homme exclu de partout, c'est-à-dire insupportable à l'ordre établi, mais désireux en permanence de l'ordre établi. Il y a les deux chez Lacan. Sinon, il n'aurait pas occupé cette place. Lacan n'est pas un rebelle, mais c'est un rebelle. Il ne l'est pas, fondamentalement, c'est un homme d'ordre, et en même temps, il a toujours occupé la place de la rébellion par rapport à l'institution freudienne. Il a cassé le temps des séances, brisé les techniques classiques, s'est montré insupportable à tout le monde, dans une position de rebelle, et en même temps, d'un certain conservatisme éclairé. Ce n'est pas un homme de gauche, Lacan. Mais c'est un homme qui, en même temps, a drainé à chaque étape toutes les rébellions. On connaît la position en 68. Vous voulez une révolution, vous aurez des maîtres, dit Lacan. Mais il n'empêche qu'il accompagnait la révolution un petit peu en l'antithèse de Sartre, mais toujours dans cette position d'une certaine distance. Donc c'est aussi un paradoxe. Par ailleurs, Lacan, puisque je parle de la position qu'avait Lacan par rapport à sa propre histoire, sans arrêt Lacan, si on lit les séminaires de très près, Lacan raconte toujours son histoire. Il ne veut pas de biographe, mais il donne au biographe, au futur historien, sans arrêt, d'ailleurs il le dit, des détails sur lui, sur ce qu'il est, sur ses relations avec son père. Mais c'est noyé dans les séminaires, dans des commentaires. Ce qui fait que, je reviens à ce que je disais au tout début, quand on interrogeait le mouvement psychanalytique,
et qu'on disait, mais attendez, Lacan, qui c'est? D'où il vient? Et que les gens ne le savaient pas. En fait, il donnait des éléments à l'intérieur de ces séminaires pour qu'on le comprenne, et en même temps, il les masquait. Il y avait le double aspect. Autrement dit, Lacan voulait sans arrêt construire un personnage qu'il n'était pas, construire quelqu'un. Il avait une modalité de construction de son image en contradiction avec ce qu'il était en permanence, de façon à constituer un personnage qui était déjà Lacan. Et donc, évidemment, c'est assez compliqué hein, de prendre en compte l'image qu'il a de lui-même et en même temps l'histoire réelle. Ce qui fait que ça brouillait en permanence les cartes. Autre chose d'important. Lacan, à propos de sa thèse de médecine, Lacan, dans ses séminaires, jugeait tout le temps, revenait sur ses propres écrits pour les commenter. Mais il les commentait en permanence, et c'est ça qui a évidemment été très difficile, à mon avis, pour les lacaniens, et pour comprendre la genèse de sa propre pensée, c'est que lui-même donnait une interprétation de sa propre œuvre passée à chaque étape de son histoire. Ce qui fait que, pour beaucoup d'héritiers de Lacan, au lieu de suivre un modèle d'épistémologie rigoureux, à savoir, Lacan, il y a plusieurs étapes, il a emprunté à son époque, croyait que Lacan, que ce que Lacan disait de son histoire était la vérité historique. Bon. Exemple, hein, Lacan, pour ce qu'on appelle le stade du miroir, sa fameuse conférence, il l'empruntait à Vallon. Bien. Il l'expliquait. C'est dit à plusieurs reprises. Mais pour les lacaniens, il avait tout inventé. C'est-à-dire, on enlevait les emprunts. Les lacaniens pensaient, pendant toute une génération, que Lacan était un lecteur direct de l'œuvre de Hegel. On avait oublié que c'était par la médiation d'Alexandre Kojève. C'est pas parce qu'il l'avait caché, parce que dans ses séminaires, il en parlait. Mais il n'empêche qu'il se constituait toujours dans la relation comme lecteur de Hegel sans intermédiaire. Le nom de bataille disparaissait beaucoup aussi dans son œuvre. Or, c'était en permanence présent. Quant à la conception qu'il avait de lui-même, je prends cet exemple parce qu'il est intéressant. À propos de sa propre thèse de 1932, Lacan dira qu'au moment où il la publie, il n'était pas encore freudien quand il l'a rédigée. Cette phrase m'avait frappée, je me suis dit, tiens, Lacan publie sa thèse en 1932, dit 30 ans plus tard qu'il n'était pas freudien. Or, quand on la lit, cette thèse, elle est freudienne. Mais elle n'est pas freudienne comme Lacan sera freudien plus tard. Autrement dit, c'est une illusion rétrospective qui témoigne de la manière dont Lacan reconstruit lui-même l'histoire de sa pensée en 1966 au moment de la publication des écrits. Ce qui fait que des générations de lacaniens ont pensé que la thèse de Lacan n'était pas freudienne. En réalité, en 1932, Lacan était déjà freudien. Mais il n'était pas freudien comme il le sera plus tard, en 1953, et pas comme il le sera ensuite encore en 1966. En 1932, Lacan était un freudien classique. Bon, un freudien classique. Un freudien de la génération des années 30, c'est-à-dire les défenses, la théorie freudienne en vigueur à son époque. Il n'avait pas encore lu en 1932 l'œuvre de Mélanie Klein. En revanche, en 1936, on voit l'influence de Mélanie Klein dans ses premiers textes. Mais il employait donc une terminologie classique proche du courant de l'analyse des résistances. Et c'est bien parce qu'il était freudien de cette manière-là que plus tard, il ne pouvait pas se reconnaître comme ayant déjà été freudien. Pourquoi ? Parce que dans les années 60, il combat ce freudisme-là. Donc, à partir de ce moment-là, se pose pour l'historien que j'étais d'essayer de montrer la complexité, évidemment, de ce qu'est la genèse, esquisse d'une vie, histoire d'un système de pensée,
comment il faut resituer l'œuvre de Lacan dans l'histoire en tenant compte de la manière dont il se voit lui-même, tout en récusant la manière dont il se voit lui-même, mais sans dire qu'il est menteur. C'est pas parce qu'il se voit de cette façon-là que c'est forcément mensonger. Mais, en décrivant ça, du point de vue donc du freudisme structuraliste des années 50, Lacan ne pouvait pas considérer qu'il avait été freudien en 1932. Parce que pour effectuer sa nouvelle lecture structurale des années 50, c'est-à-dire relire l'œuvre de Lacan à partir du structuralisme, Saussure, Jacobson, il faudra d'abord qu'il abandonne un certain hegelianisme. Donc, il faut qu'il abandonne et la phénoménologie et sa vision, qui était de Freud, de ces années-là. Alors, donc, si vous voulez, voilà une manière de faire l'histoire qui va évidemment à contre-courant, d'où les polémiques, d'où les problèmes que j'ai eus dans le travail d'historien, qui était que, au fond, aucun courant ne s'y retrouvait. Aucun courant ne s'y retrouvait. Les lacaniens considéraient que j'avais désacralisé Lacan, que j'avais osé raconter d'abord sa vie privée, ce qui n'avait jamais été raconté. Or, la vie privée fait partie de l'histoire. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas ne pas faire entrer en ligne de compte la vie privée. Elle a trait, évidemment, à la constitution des doctrines, que d'autre part, j'historisais la pensée de Lacan de l'extérieur, et non pas en prenant comme modèle d'historiographie ce que Lacan voyait lui-même de sa propre histoire. Ça, c'était un acte sacrilège. Bon. Et d'autre part, évidemment, pour les lacaniens, ils avaient l'impression d'être dépossédés, de l'image qu'ils s'étaient faite. Et pour les anti-lacaniens, là, c'était encore plus difficile pour moi. Parce que d'abord, c'était pas ma famille. Mais le plus difficile pour moi, au fond, avec les ennemis radicaux de Lacan en France, qui étaient très nombreux, la grande difficulté était qu'ils considéraient, au fond, que j'avais accordé à Lacan une place qu'il ne méritait pas. Une des caractéristiques des psychanalystes des années 90, qui avaient tous d'ailleurs été marqués par Lacan, même ceux qui avaient quitté Lacan, Laplanche, Pontalis, Green, qui avait été proche, c'est-à-dire toute une génération brillante dont j'avais fait l'histoire, était absolument fou furieux qu'il y ait une biographie de Lacan. Pourquoi ? Parce que ça faisait occuper à Lacan une place qui, pour eux, était gênante. Pourquoi gênante ? Parce qu'ils vivaient de l'idée que Lacan était insupportable, qu'il avait détruit le temps des séances, qu'il avait occupé toute la place, qu'il avait fabriqué un dogmatisme, qu'il avait fabriqué des lacaniens insupportables. C'était évidemment la position de Pontalis. Mais le problème qui se posait, c'est que comme en même temps, je ne faisais aucune hagiographie, je désacralisais quand même quelque chose, pour eux c'était pire. Parce que ça leur enlevait l'objet de haine, ça leur enlevait un objet de haine. C'est ce qui m'a d'ailleurs été dit par beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on sait sur Lacan ce qu'on voulait pas que ça se sache? Pour quelle raison? Parce que j'ai expliqué dans ce livre les dernières années de Lacan, la dissolution du temps des séances, la manière dont, évidemment, la fin tragique de Lacan. Or, les anti-lacaniens en France se nourrissaient d'anecdotes, de scandales, de la manière dont Lacan analysait, faisait des séances d'1 minute. C'est parfaitement exact. Et comme je l'ai raconté, comment pouvait-il faire avec ça? Puisque en même temps, je montrais la grandeur de Lacan, et en même temps, je n'évitais absolument pas d'aborder les problèmes majeurs, importants,
de toutes les facettes de Lacan. Et j'ai vraiment eu le sentiment, à partir d'un certain moment, et d'autant que le livre a été traduit dans 25 langues, donc ça devenait mondial, j'ai eu vraiment le sentiment, pour la France notamment, que j'enlevais aux anti-lacaniens un objet de haine, comme il ne pouvait plus s'acharner contre Lacan. D'ailleurs, c'est un peu ce que m'a dit André Green, qui était le plus féroce des anti-lacaniens. Il me disait, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et d'ailleurs, à ce moment-là, il voulait faire sa biographie aussi. Et il y avait l'idée aussi que Lacan occupant tout le terrain, aucun d'entre eux pourrait avoir une biographie aussi importante, ne pourrait occuper cette place. Et évidemment, pour beaucoup de lacaniens, ils étaient désemparés. Il y avait une souffrance réelle à ce moment-là. Voilà. Donc, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je vais peut-être laisser la place pour la discussion. J'espère que vous avez un peu compris les problèmes tumultueux qu'on peut rencontrer quand on passe à l'histoire et que on évite au fond et les légendes roses sacralisées et les légendes noires qui sont au fond la destruction de l'histoire. Je vous remercie. J'ai parlé 1 heure. Bueno, agradecemos muchísimo a Elizabeth Rubinesco por la conferencia que nos ha ofrecido. Y ahora tenemos un momento para preguntas. Entonces vamos a ofrecer la palabra y tenemos un tiempo para poder reflexionar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está? Ya, perfecto. Sí. A propósito de la actualidad de Lacan y pensando en la irrupción de las corrientes relacionales e intersubjetivas, ¿cómo ves tú la relación del pensamiento lacaniano con esas corrientes? ¿Qué debate, qué tensiones contemplas tú en esa relación? Quel courant? Mais lequel? Parce qu'il y a plusieurs courants. Si pudieras especificar qué corrientes intersubjetivas. Lequel? Parce qu'il y a beaucoup de Sí, courants bien. Sí, básicamente las estadounidenses, digamos, estoy pensando en esas corrientes. Oui, mais ¿Qué autor? ¿A qué autores? Sí. Stolorow, Atwood, Branchaft, Orange, Mitchell. non, mais ces courants-là, je ne comprends pas cette question. Il n'y a pas de relation entre ça et Lacan. Ella dice Il n'y a pas de relation entre ces courants-là d'aujourd'hui. A ver, si estoy partiendo de la base que por lo menos acá en Chile está surgiendo con mucha fuerza la presencia de un pensamiento psicoanalítico que no sé si decir nace en Estados Unidos, pero se congrega allí. La pregunta a propósito de la actualidad de Lacan tiene que ver con eso, ¿no? Cómo pensar la relación del pensamiento lacaniano con corrientes, entre comillas, actuales, contemporáneas, como estas corrientes vinculadas con el psicoanálisis racional e intersubjetivo. Des courants psychanalytiques. corrientes psicoanalíticas. Sí, por dice. supuesto. Sí, Psychanalytiques sí, sí. d'aujourd'hui. Mais No sé si en Francia tienen tanta fuerza, acá están sujetos con mucho. Veo que no. tous les courants de la psychanalyse américaine sont évidemment importants. En France, beaucoup moins. En France, beaucoup moins parce que je dirais que ce qui est plus dominant dans ce qui n'est pas
Lacan en France, c'est plus l'école anglaise. Winnicott, pas beaucoup Mélanie Klein. Mais là, vous parlez de courants américains qui sont des courants de la psychologie. C'est pas des courants, c'est la psychologie d'aujourd'hui, l'intersubjectivité, c'est des courants qui sont très peu freudiens, n'est-ce pas? Voilà. Donc je peux pas, ça rentre pas en contradiction avec Lacan. C'est quelque chose de tout à fait autre. Donc je comprends pas bien votre question. Il faudrait, je comprends pas la question. Perdón. Sí, lo que dice ella es que, sí, lo que dice básicamente es que tu pregunta plantea dos terrenos que corren en paralelo, es decir, la cuestión lacaniana y las nuevas formas de pensar, ¿sí? Ella considera que están más cerca de la psicología que de la cuestión psicoanalítica. Je crois que c'est pas très clair. Qu'est-ce qu'il veut dire? No, no, no. Eh, Une comparaison de deux terrains absolument séparés. Sí. Buenas noches. Je vais quand même répondre un peu. Je pense, non, pour vous répondre. Je pense qu'il faut certainement aujourd'hui lire l'œuvre de Lacan, probablement comme étant porteuse de quelque chose qui continue à revenir à Freud. Dans le monde contemporain, qui est beaucoup moins dominé que vous ne le pensez par ces courants-là, que par surtout les traitements chimiques de la névrose et de la psychose. Donc je crois que ce qui peut être l'actualité d'une lecture de Lacan, c'est une lecture qui peut être éclectique. Ça ne vous empêche pas de lire tous les auteurs que vous voulez d'aujourd'hui. Mais je crois qu'il ne faut pas se rattacher forcément à tel ou tel auteur qui serait mieux que d'autres. Je crois que ce qui est important quand même, étant donné l'œuvre de Lacan, d'essayer de voir à travers cette œuvre ce que vous pouvez penser du monde contemporain d'aujourd'hui. Par exemple, pour ne citer qu'un exemple, il y a chez Lacan une théorie du sujet qui reste extrêmement moderne. Lacan n'a pas de théorie de l'intersubjectivité, mais il a une théorie du sujet de la parole. Or aujourd'hui, ce qui domine l'approche psychique, c'est d'une part les questions de narcissisme, et puis le corps, c'est-à-dire on s'occupe aujourd'hui de pathologie narcissique, de la question somatique, de la question du corps. J'essayais de voir comment elle traduit. C'est un peu compliqué. On s'occupe de ces approches-là, et je crois que Lacan peut être d'une lecture passionnante à condition d'y revenir soi-même sans la grille dogmatique des écoles analytiques, des écoles lacaniennes. Je suis pas hostile à l'existence des écoles. Elles permettent, il faut des écoles analytiques. Mais peut-être que la redécouverte de la dimension que donne Lacan à la puissance de la parole, à la question du sujet, peut permettre en effet de peut-être réfléchir à la manière dont aujourd'hui on approche les souffrances psychiques de façon qu'il faut critiquer, soit par la chimie, soit par une psychologie assez discutable. Moi, je ne suis pas j'aime pas trop les approches trop psychologiques. L'avantage
de Lacan, mais j'ai envie de vous dire, à travers Lacan, vous pouvez relire Freud, mais il faut certainement pas relire Freud comme Lacan lit Freud. Il faut lire Freud, il faut comprendre comment Lacan l'a lu pour comprendre la modernité de Lacan, et à ce moment-là, ça peut vous aider dans la clinique et dans la pratique à réfléchir dans le passé à la manière dont on a compris la puissance de la parole dans son rapport à l'inconscient. Et sortir de ce qui est dominant aujourd'hui, c'est-à-dire la psychologie du sujet et de l'intersubjectivité, où quand même l'inconscient a pas assez de place, et puis le traitement médicamenteux. C'est une puissance critique, Lacan. C'est une puissance critique. Mais qui a été recouverte par un certain dogmatisme. Donc, je crois que dans notre époque, qui est une période d'héritage, je crois que c'est mondial, c'est pas spécifique au Chili, hein. L'histoire de la psychanalyse est mondiale. Bon, dans une période d'héritage, on a toujours intérêt à revenir aux textes fondamentaux pour penser le présent. Voilà, je le dirais comme ça. Donc, je ne comprenais pas bien votre question parce qu'elle était posée comme relation entre des courants, mais je vous réponds donc autrement. Hein. Trouvez-y ce que vous voulez, mais je crois que vous y trouverez quand même une pensée critique, hein, d'un certain conformisme aujourd'hui, conformisme qui domine beaucoup l'approche psychique aujourd'hui. On est dans une période de crise de l'approche psychique des sujets dans le monde entier, en tout cas dans le monde occidental, dont vous faites partie, hein, dont nous faisons partie. On est quand même dans une situation de crise généralisée. On ne sait pas comment traiter les sujets dans un monde dominé par l'économique, par l'individualisme qui exclut la subjectivité, et puis par l'envahissement quand même, hein, du corps, je dirais, de la performance du corps, et par un oubli de ce que peut être la question du désir inconscient et du sujet. Et là, Lacan reste un enseignement formidable. Hein. Maintenant, il ne faut pas imiter Lacan, ça c'est sûr. Il ne faut pas imiter Lacan, il ne faut pas imiter les analyses de Lacan, il ne faut pas répéter de façon dogmatique la pensée de Lacan. Mais y retourner comme on retourne à un auteur classique, hein, comme vous pouvez retourner à des grands écrivains, c'est passionnant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Quand même, je ne peux pas laisser... Aquí. Aló. Muchas gracias por su charla. Aló. Yo quisiera saber cuál era la posición de Lacan respecto de la idea de el psicoanálisis como una pseudociencia de Popper. Lacan n'a pas répondu à Popper. Hein. La question de la science est fondamentale dans la psychanalyse. On peut récuser les critiques de Popper, à mon avis, de façon très simple. Freud a rêvé de faire de la psychanalyse une science naturelle. Non. Ça n'est pas une science, au sens des sciences de la nature, mais ça n'est pas non plus une pensée magique. Donc, il faut situer la psychanalyse dans le cadre de ce qu'on appelle les sciences humaines. Voilà. C'est pas magique, c'est une pensée rationnelle qui traite de l'irrationnel, hein, mais c'est pas une science. Et donc, tous les débats absolument ridicules d'aujourd'hui, sur « ça n'est pas une science », qui a dit que c'était une science? Bon. On a rêvé que ce soit une science. Freud voulait la rattacher à la biologie, Lacan à la logique et aux mathématiques, ça ne marche pas. Bon, c'est passionnant, hein, bon, mais c'est pas une science. Il n'y a pas de science dans ce domaine-là. Mais c'est pas non plus
de la pensée magique. Donc Popper, quand il parle du fait qu'elle n'est pas réfutable, c'est pas réfutable parce que c'est pas une science. Donc on ne peut pas, on n'évolue pas dans le domaine de la psychanalyse en termes de science. Autrement dit, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès dans ce domaine-là. Je peux vous donner un exemple amusant que donnait toujours Lévinas pour caractériser la philosophie. Si vous avez une maladie de peau et que vous allez chez un dermatologue qui prend un livre de l'époque du 5e siècle en dermatologie pour vous soigner, il faut partir immédiatement. Mais si vous allez chercher un philosophe et qui vous parle de Platon, ça sera toujours très intéressant. Autrement dit, si vous voulez, le progrès des sciences, ça n'existe pas. Il n'y a pas de progrès en analyse. Il n'y a pas de progrès dans ces disciplines-là. Il n'y a pas de progrès, d'ailleurs, dans les sciences historiques. Il y a des réinterprétations. Ce sont des domaines où on interprète. Alors, on ne peut pas dire que tel historien, aujourd'hui, a fait des progrès par rapport à Michelet. On ne peut pas dire que la philosophie de Lévinas est en progrès par rapport à Platon. Voilà. Donc, il n'y a pas de progrès dans ces domaines-là, donc il n'y a pas de science. Mais en revanche, il y a des corpus qui fait qu'on pense autrement, d'une certaine façon, à chaque époque. Or, je vous ferai remarquer que ce qui est intéressant dans cette histoire que vous avez évoquée, c'est que dans la première moitié du XXe siècle, Freud a été récusé non pas au nom de la science, mais de la morale. Première moitié du XXe siècle, on a dit mais Freud c'est scandaleux parce qu'il porte atteinte à la morale des familles, à la morale religieuse. Bon. Et puis comme il incite, on disait, il incite les gens à divorcer, à quitter l'œuvre. La psychanalyse est donc immorale. Comme on s'est aperçu ensuite, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qu'il n'y avait pas besoin de la psychanalyse pour que les gens divorcent, récusent l'existence de Dieu, etc. Alors on a dit, ah bah c'est pas une science. Bon, bah non, c'est pas une science. Donc les ennemis de la psychanalyse sont devenus aujourd'hui les scientistes, ceux qui lui reprochent de ne pas être une science. Et au contraire, les psychanalystes ont adopté une posture morale. Par rapport aux mœurs, ils se comportent très souvent comme se comportaient les religieux dans la première moitié du siècle contre la psychanalyse. Voilà. Donc, c'est un débat toujours faux. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi cette discipline, d'ailleurs, comme beaucoup, pourquoi ça continue à être contesté à ce point. C'est donc que ça touche à quelque chose d'important. Bon. On peut faire des comparaisons. Pourquoi est-ce que Darwin aujourd'hui fait toujours l'objet de débats ? Pourtant, la biologie est une science. Pourtant, l'évolutionnisme est plus scientifique. Donc, si vous voulez, je crois que il y a chez tous les grands refondateurs, il y a ça chez Lacan. Il a rêvé à la fin de sa vie de faire de la psychanalyse une science à partir d'un modèle mathématique. Moi, je considère que c'est pas un échec, c'est fascinant. Ça marche pas. Freud a fait un chemin contraire. Freud a abandonné la science biologique, physiologique, au tout début pour construire la doctrine. Et il a toujours rêvé qu'un jour, la biologie lui donnerait raison. Bon, la biologie n'a pas donné raison parce qu'elle a évolué autrement. Et puis voilà, donc il y a un rêve de scientificité qui est d'ailleurs au cœur de toutes les disciplines dites de sciences humaines. Vous avez le même phénomène en anthropologie. Les anthropologues aujourd'hui, ils rêvent de faire une science de l'humanité, des fondements de la société universelle, avec des modèles cognitifs. Bon, ça marche jamais. Ça marche pas. Donc, je dirais que le rêve de scientificité est au cœur de la psychanalyse, ce qui permet à ceux qui veulent récuser la psychanalyse de l'accuser de ne pas être une science. Donc c'est un débat incroyable.
Voilà. Moi, j'ai eu des débats à n'en plus finir. Dans les années 90-2000, quand j'ai publié mon livre « Pourquoi la psychanalyse ?», où j'ai récusé tout ça, j'ai eu des débats à n'en plus finir avec les neurosciences, des cognitifs, qui m'expliquaient à quel point les progrès du cerveau, de ce qu'on voyait dans le cerveau, allaient mettre en cause la psychanalyse. Mais c'est pas le même domaine. Les neurologues travaillent sur le cerveau, travaillent sur la plasticité cérébrale, ils rêvent de voir l'inconscient dans le cerveau, je veux bien, mais c'est pas le même que Freud. Donc c'est des débats absolument ridicules. La biologie du cerveau apportera des solutions extraordinaires aux maladies neurologiques, ça c'est sûr, mais pas à la question du désir du sujet. Voilà. Donc, avec la psychanalyse, on est beaucoup plus dans un modèle philosophique. Je crois que Freud est un héritier de la philosophie du sujet, bien qu'il ne voulait pas, il n'est jamais